Bonjour à tous. On va poursuivre cette journée avec un sujet cette fois-ci très pratico-pratique. Ce large panorama de toutes les réglementations qui concernent de près ou de loin la fonction de DPO, qui sont bien les fondements de nos interventions du jour, la nôtre et celle de toutes celles qui vont suivre. Mais maintenant, on va vraiment mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire. Alors, pour nous présenter, Claire de la Fouchardière, Product Manager de la solution Adéquacy, qui est une solution qui est destinée aux organisations publiques et privées pour la conformité au RGPD, considérée comme étant au carrefour des enjeux de la privacy, de la conformité et de la sécurité informatique. Céline Gallet, directrice des opérations chez Phoenix Privacy. Phoenix Privacy, c'est un cabinet de conseil en protection des données à caractère personnel, constitué d'une équipe d'experts passionnés, et nous avons à cœur vraiment d'accompagner tout type de structure sur leurs problématiques de protection des données à caractère personnel et leurs problématiques particulièrement spécifiques à certains domaines, typiquement le domaine de la santé, entre autres. Le PIA, les analyses d'impact relatives à la protection des données, c'est maintenant et c'est toujours maintenant. Le chantier n'est pas enterré, loin de là, même si ça fait maintenant quelques années que vous devez être sur ce chantier. Alors, si les analyses d'impact pouvaient devenir simples, ou alors comment se simplifier la tâche pour une conformité maintenue dans le temps et vraiment robuste, servant aussi de support aux autres analyses d'impact et de risques qui vont arriver avec les autres réglementations. On va apporter notre double regard de terrain, d'accompagnement des clients sur la réalisation de leurs analyses de risque, et également le regard d'éditeurs de logiciels qui proposent une solution visant à la simplicité de la démarche et à accélérer la démarche. 40% des traitements devraient faire l'objet d'une analyse d'impact. C'est une statistique que nous tirons de l'usage de notre plateforme et qui est focalisée sur les clients que nous accompagnons dans la réalisation des analyses d'impact. Alors, selon les secteurs, cette statistique peut être un peu variable. Évidemment, dans les secteurs d'activité où il y a particulièrement de la donnée sensible, cette statistique sera plus importante. Et dans d'autres secteurs, avec un gros volume de traitement et finalement un niveau de finesse de l'analyse plus large, ce chiffre pourrait être un peu inférieur. Mais alors, dans la pratique, nous observons quand même que de nombreuses organisations sont encore loin d'un tel ratio et finalement sous-estiment ou ne comprennent pas forcément les enjeux qu'il y a derrière. Et pourtant, depuis 2022, mi-2022, on observe de plus en plus de contrôles et de sanctions qui sont prises sur le fondement de l'article 35 du RGPD, qui concerne la réalisation des analyses d'impact, et qui vont sanctionner des insuffisances dans la réalisation des analyses. Et plus largement, même si ça ne repose pas sur ce fondement-là, les sanctions se multiplient pour des insuffisances dans la mise en place des mesures de sécurité techniques, organisationnelles, et pour le non-respect des principes fondamentaux du RGPD. Il devient donc urgent, finalement, de transformer cet exercice qui est perçu encore comme étant fastidieux, comme étant complexe, comme étant coûteux, comme un vrai levier stratégique pour la conformité et la gestion des risques. Alors aujourd'hui, nous, en tout cas sur le terrain, on observe que les organisations sont vraiment focalisées sur ce chantier de réalisation des analyses d'impact depuis 2-3 ans, outre les secteurs qui étaient concernés dès l'entrée en application du RGPD du fait de l'existence de données sensibles au cœur de leur activité. Alors pourquoi ? Parce qu'il a fallu se concentrer en priorité sur le registre, qui était la pierre angulaire de la démarche de conformité. Puis il y avait une période de grâce qui avait été laissée par la CNIL jusqu'au 25 mai 2021 pour les AIPD qui avaient déjà fait l'objet de formalités avant l'entrée en application du RGPD. Mais cette période est maintenant dépassée et il est donc urgent de ne plus tarder. Alors exactement,
Depuis 2018, nous, ce qu'on constate, c'est que les organismes se sont concentrés sur une mise en œuvre des démarches de conformité de base. L'établissement du registre, la revue des contrats. Et déjà, quand on a fait ça, on a l'impression d'avoir fait une grande partie du travail. Mais non. Et bien souvent, cette question des AIBD, on l'a repoussée autant que possible. On a joué un petit peu avec cette date de 2021. Puis la date de 2021 étant passée, on se dit oui, mais alors le traitement il est déjà en place, est-ce qu'on a vraiment des risques, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans un boulet d'étranglement dans lequel on a la nécessité d'une part de réaliser toutes les AIBD que l'on n'a pas encore faites. Et ça, c'est un vrai travail de fond qu'il faut de toute façon mettre en place puisque ça reste le socle de conformité. Et surtout, il va falloir embarquer aussi tous les nouveaux projets et les nouveaux projets innovants. Et aujourd'hui, on le voit bien, on est dans un contexte où on a de plus en plus d'outils qui vous permettent de traiter de la donnée en masse et donc d'aller sur des traitements qui vont potentiellement présenter un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes. À ce niveau-là, il va falloir réaliser, on le sait, de plus en plus d'AIBD. On le voit avec l'arrivée de l'IA, même si on va avoir quelques réserves quand même, de se dire IA ne veut pas dire AIBD systématique. Donc ça, c'est un vrai point aujourd'hui. À côté de ça, évidemment, on a aussi toutes les nouvelles réglementations qui ont été présentées en partie juste avant. On pense notamment à NIS 2 et à toutes les exigences réglementaires qui viennent relever le niveau de manière générale. Un contexte au niveau cyber qui est quand même extrêmement tendu. On le voit bien, la semaine dernière encore, on a une actualité relativement chargée en termes de fuite de données. Et cela allant, on se rend compte que bien souvent, les entreprises qui se retrouvent dans ces situations n'ont pas nécessairement mené leurs AIBD jusqu'au bout, ne sont pas allées au fond de l'analyse de risque finalement, et donc se retrouvent dans des situations extrêmement complexes. Donc plus on avance, plus on a cette nécessité de se remettre à jour. Et la question, tout ça, finalement, pourquoi le faire ? Parce que, à quoi sert une AIBD finalement ? Elle sert à gérer un risque et, au final, à protéger des personnes concernées, à protéger des personnes physiques. Parfois, on a tendance un petit peu à s'éloigner justement de cet objectif, qui reste l'objectif du RGPD. Et cette analyse-là, elle intervient justement quand on est sur un risque élevé et donc qui crée une nécessité d'autant plus forte. Alors l'enjeu, ça va être de faciliter l'appréhension de cet exercice, encore perçu comme étant vraiment anxiogène, avec une connotation très technique, et qui suppose d'embarquer une multitude de parties prenantes, d'aller chercher de l'information un peu partout, répartie entre ces différentes personnes à solliciter pour réaliser une analyse d'impact. Alors, ce qu'on va essayer de faire avec vous, c'est de démystifier l'exercice, vous donner des leviers pour essayer de simplifier cette démarche et vraiment de l'ancrer dans le temps. Parce que tout l'enjeu, c'est de la rendre pérenne. Cette conformité doit être pérenne. Et puis, on va le voir, ça va servir de socle à la mise en conformité, à la réglementation sur l'intelligence artificielle. Alors, comment tout ça va se mettre en place ? À l'origine, on va essayer de mettre en place tous ces éléments et tout ce lancement finalement de l'AIBD par une démarche. Et cette démarche, bien entendu, c'est le Privacy by Design. C'est par cette fenêtre-là qu'on va rentrer sur le sujet. Le Privacy by Design, alors en théorie, c'est formidable. On va anticiper au cours de la conception d'un projet. On va intégrer dès le départ les notions de protection des données à caractère personnel. Alors en pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le DPO doit aussi jouer son rôle, doit réussir à venir prendre la main dans des projets, doit pouvoir donner son avis ou à minima doit être présent pour sensibiliser les équipes. Puisque l'enjeu du Privacy by Design, ça va être dans des situations tout à fait pratiques. Vous êtes dans une structure, vous lancez un projet, vous avez des équipes marketing, des équipes métiers qui vont avoir des projets bien spécifiques. Est-ce qu'ils vont informer systématiquement le DPO ? On sait très bien que la réponse est non, malheureusement. Ce qui veut dire qu'il y a un travail nécessaire de sensibilisation, de formation, pour que chacun puisse être vraiment à même de déceler, déjà, est-ce que je réalise un traitement de données à caractère personnel ?
est-ce que ce traitement est susceptible de présenter un risque élevé pour les personnes physiques? Et c'est là souvent qu'on a une nécessité vraiment d'avoir un DPO présent, d'un DPO qui est capable de prendre en main les sujets et qui va avoir une démarche de facilitateur. Le DPO, encore une fois, il n'est pas là pour empêcher le développement d'innovation, d'usages innovants dans les entreprises. Il est là pour accompagner, pour trouver des solutions. Et il est nécessaire qu'il puisse justement intervenir sur ces points. Et donc le premier point, ça va être cette identification finalement de risque élevé. Soit les interlocuteurs en interne vont l'avoir, soit le DPO va avoir la chance d'avoir des instances dans lesquelles il va pouvoir jouer son rôle et il va pouvoir lever un warning. Après ça, la question va être, est-ce que je suis obligée de réaliser des AIPD dès lors que je suis en présence d'un risque élevé? Alors déjà, la notion de risque, malheureusement, elle n'est pas totalement objective. Il y a un caractère clairement subjectif dès lors que vous allez analyser un risque et vous n'aurez pas forcément le même avis entre un DPO et un RSSI. Là encore, on a une nécessité que les métiers se parlent, que les métiers échangent pour trouver un bon niveau d'approche sur ce niveau de risque. Ensuite, la question qui va se poser, ça va être est-ce que j'ai des usages qui vont se matérialiser, qui sont vraisemblables et qui vont nécessiter d'aller au bout de la démarche. À partir de là, très clairement, il faut quand même rentrer dans une idée de rétro-planning, de commencer à anticiper le temps de chacun des acteurs et en cas de doute, il ne faut quand même pas perdre ça de vue, c'est que à la fois la CNIL et à la fois le CEPD dans leurs guidelines rappellent bien que si vous avez un doute quant à un risque élevé, menez quand même vos AIPD. Quand bien même vous aurez réalisé une analyse qui sera toujours bénéfique en termes de conformité, en termes de documentation. Alors, comment maintenant préparer en amont votre analyse d'impact? Quelques bonnes pratiques que nous expérimentons sur le terrain et qui permettent de rationaliser la démarche, d'adopter une économie d'échelle pour finalement réduire la charge de travail, accélérer, gagner en efficacité. Alors, tout d'abord, finalement, la première étape, c'est de revenir sur la fiche de traitement, qui est bien le pilier documentaire pour la réalisation de l'analyse d'impact. L'enjeu va être d'avoir une documentation de la fiche de traitement la plus complète possible. Quand on la réalise initialement, on n'a finalement pas le même regard lorsque l'on sait qu'on va réaliser une analyse d'impact. Où on va vraiment déjà chercher à voir si le principe de licéité est déjà respecté avec la présence d'un fondement juridique, vérifier que tous les destinataires des données ont bien été recensés, identifiés, sans trou dans la raquette, vérifier que toutes les données à caractère personnel ont bien été répertoriées, ce qui permet déjà d'avoir un regard sur la question de savoir si le principe de minimisation est respecté ou si les données sont conservées ad vitam aeternam, on va s'interroger sur effectivement le respect du principe de conservation. Et bien sûr, le recensement de tous les applicatifs qui vont servir de support à la collecte de données. Après cette étape, la bonne pratique est d'aller examiner le cycle de vie de la donnée, c'est-à-dire revoir finalement tout le processus du traitement de données, donc de la collecte des données jusqu'à la disparition des données, la destruction des données, en passant par l'utilisation, la conservation, les transferts, et de détailler finalement ces différentes étapes. Quand on a au sein de la structure les mêmes outils, les mêmes serveurs, les mêmes logiciels, les mêmes processus, finalement, cette mise à plat du cycle de vie de la donnée va pouvoir resservir pour la réalisation d'autres analyses d'impact. On passe ensuite à une autre étape, haute bonne pratique, qui est d'avoir effectué en amont le recensement de l'ensemble des mesures de sécurité qui sont appliquées dans votre structure. Alors les mesures de sécurité internes, qui peuvent être recensées à partir de toute la documentation existante en interne, la politique de sécurité des systèmes d'information, la charte informatique, politique de confidentialité, autres politiques internes, et également la description de l'ensemble des mesures de sécurité des applicatifs
des applicatifs les plus problématiques, les plus critiques pour votre structure, et également sur lesquels à partir desquels sont effectués plusieurs traitements de données. Ce qui permettra de se resservir en fait de ce travail de recensement pour réaliser plusieurs analyses d'impact. Et ça sera aussi facilitant dans la table de la mise à jour. Alors d'autres leviers encore pour optimiser la charge de travail et qui vont concerner plus spécifiquement le démarrage de l'analyse d'impact, ce sont les sources de risque, la modélisation des sources de risque. Parce que finalement, pour un même environnement, pour un même responsable de traitement, quand on a plusieurs locaux, un système d'information centralisé, eh bien on va pouvoir décliner, faire un état des lieux des sources de risque humaines, non humaines, externes, internes, etc., sur lesquelles il va être possible de s'appuyer pour plusieurs analyses d'impact. Et puis enfin, le recensement des principaux impacts et conséquences sur les personnes concernées, qui vont être souvent les mêmes quand on est face à une même typologie de personnes concernées, donc usurpation d'identité, blocage ou ralentissement du processus, etc., et qui vont être un facteur récurrent qu'on va pouvoir redécliner pour d'autres analyses d'impact. Donc à retenir sur ce point, c'est vraiment ne pas penser la réalisation d'une analyse d'impact comme étant un projet unitaire, mais comme un projet global pour votre structure, de façon à réutiliser de l'information que vous avez recensée et posée, à capitaliser sur ce travail-là pour accélérer. Et ça va être facilitant, bien évidemment, au moment de la mise à jour. C'est vraiment à penser comme étant un ensemble global. Alors effectivement, une fois qu'on a fait ce travail de vraiment préparation de l'analyse, la question va être qui fait quoi? Comment est-ce qu'on se répartit les rôles? Et là, alors comme bien souvent, moi mon premier conseil c'est relisons le règlement, relisons ce que nous dit vraiment le RGPD. Et là, on voit bien qu'on va avoir une répartition qui s'inscrit de manière relativement naturelle, avec en premier lieu le responsable de traitement. Le responsable de traitement, il va avoir cette charge de veiller à ce que l'AIPD soit effectuée par lui-même ou par une personne tierce. Mais il est accountable au sens de la réglementation. Il va également être tenu d'aller solliciter son DPO pour prendre conseil. Il ne faut pas oublier qu'il est quand même censé l'interpeller sur le sujet. À côté de ça, vous allez avoir les métiers. Les métiers qui, en pratique, on ne va pas se le cacher, ont tendance à essayer de décharger autant que possible sur le DPO la réalisation de l'analyse. Ils vont quand même devoir participer, parce que c'est quand même leur projet, c'est pour eux qu'on fait tout ça. C'est quand même avec eux qu'on essaye d'avancer et de construire un dispositif qui soit conforme. Donc il faut vraiment réussir à les embarquer dans cette démarche, à les faire participer et à ce qu'eux aussi s'impliquent et se projettent sur les usages qui sont envisagés. Bien souvent, dans les projets, vous allez avoir l'intervention d'un sous-traitant. Alors le sous-traitant, lui aussi, on va le solliciter, on va lui demander d'intervenir, mais attention, c'est pas parce qu'il va vous fournir une solution logicielle que c'est lui qui va vous réaliser votre analyse d'impact. Bien souvent, là aussi, si vous êtes côté sous-traitant, vous devez le vivre assez régulièrement, c'est qu'en tant que DPO, on va vous demander de fournir des analyses d'impact sur divers sujets. Mais une fois de plus, revenons-en au texte qui nous dit bien que c'est quand même la responsabilité du responsable de traitement de réaliser ces AIPD. Donc le sous-traitant, il assiste, il aide, il fournit de la documentation, mais il ne réalise pas. Et enfin, on a le DPO. Donc le DPO, évidemment, on est tenté de lui confier le bébé. Et bien souvent, en pratique, si le DPO n'intervient pas, si le DPO ne prend pas le sujet, ne formalise pas, ça va être compliqué d'avoir une analyse d'impact complète, exhaustive, avec vraiment une approche terminée. Donc, le DPO va conseiller, dès lors que le responsable de traitement le sollicite, de toute façon, il va le conseiller. Et il va aussi embarquer la démarche. Il va aussi aider à la formalisation, à documenter.
parce que, n'oublions pas, hein, il a quand même ce rôle d'aider son responsable de traitement sur ces sujets. Et, dernier point, c'est qu'il il va donner son avis à la fin de l'analyse d'impact. L'avis peut être positif, dans un cas parfait, mais parfois le DPO il n'est pas d'accord. Il a le droit de ne pas être d'accord. Et là, il va le formaliser. Il va formaliser cette décision et surtout, il va la communiquer à son responsable de traitement. Il ne faut pas oublier que le responsable de traitement, il va devoir expliquer lui aussi pourquoi il va suivre ou pas, enfin surtout quand il ne va pas suivre l'avis du DPO. Et bien entendu, tout ça, ça se documente. Parce qu'il ne faut pas oublier que, une fois de plus, cette analyse d'impact, elle est réalisée pour protéger des personnes concernées. Le jour où vous aurez une problématique qui va surgir sur des données à caractère personnel par rapport à cette analyse d'impact, on va retourner vérifier ce qui s'est passé, revoir comment tout ça a été apprécié, et donc le DPO, il faut quand même qu'il joue son rôle à ce niveau-là. Et enfin, dans le temps, et là on va venir après sur ce sujet, parce que l'AIPD doit vivre, le DPO il va vérifier l'exécution. C'est bien beau d'avoir réalisé l'analyse, d'avoir fait des recommandations, des préconisations, il va falloir quand même vérifier qu'elles sont bien exécutées et qu'au final, le risque que l'on cherche à éviter, on va bien pouvoir réussir à aller au bout de la démarche. Alors, un point important à bien avoir en tête en tant que bonne pratique, quelle est la granularité de l'analyse à retenir, à la fois pour assurer une sécurité juridique et favoriser le maintien dans le temps. Alors, l'enjeu, c'est de ne pas avoir des AIPD extra larges dans leur périmètre et de ne pas non plus multiplier les fiches. Faut-il réaliser une analyse d'impact pour un ou plusieurs traitements? Vous connaissez très certainement cette disposition du RGPD qui permet de réaliser une analyse d'impact sur des traitements relativement proches. Mais alors en pratique, il va s'agir de trouver finalement une forme d'équilibre pour assurer une analyse fine de la précision et une sécurité juridique intéressante. Au départ, finalement, choisir de réaliser un nombre peut-être qui apparaît plutôt important d'analyses d'impact va finalement peut-être être un investissement de départ qui va ensuite faciliter la phase de la mise à jour en cas d'une évolution substantielle. Par exemple, si on formalise une analyse d'impact pour l'ensemble des activités RH, en cas d'évolution, ça va être extrêmement complexe dans l'analyse fine des risques de mettre à jour cette analyse d'impact. Alors, est-ce au niveau d'un traitement ou d'un support que doit être réalisée cette analyse? Il y a plusieurs façons de faire les choses. Nous, on considère dans notre pratique que finalement, ce qui va nous guider dans le choix du niveau d'analyse, c'est l'enjeu du traitement. C'est-à-dire, non seulement pourquoi est fait ce traitement, mais pourquoi le responsable de traitement décide que des risques peuvent peser sur les personnes concernées. Qu'est-ce qui justifie que des risques pèsent sur les personnes concernées? En matière RH, ça sera assurer la rémunération de la part de l'employeur en contrepartie du travail fourni par le salarié. Est-ce que ça va couvrir un ou plusieurs supports de collecte, de traitement de données? Pas nécessairement, ce n'est pas nécessairement une analyse d'impact égale un support. Vraiment, l'enjeu, ce sera que l'analyse du risque vise à bien réduire la gravité et la vraisemblance pour chaque risque identifié au niveau de chaque support. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour bien déterminer quel va être le niveau d'analyse pour assurer une sécurité juridico-technique de cette documentation. Pas trop de fiches, mais de la conformité quand même. Et enfin, dans l'analyse du risque, il s'agira bien d'évaluer de façon distincte la gravité et la vraisemblance du risque, et de ne pas mettre un paquet de mesures qui visent à traiter le risque, mais qui finalement ne visent pas spécifiquement à réduire la gravité et la vraisemblance. Et ensuite, il y a un équilibre à trouver avec une évaluation juridique des risques, une évaluation technique. Là encore, DPO et RSSI vont jouer leur rôle. Chacun va venir
apporter sa pierre à l'édifice en termes de mesures appropriées pour proposer un ensemble effectivement de mesures techniques organisationnelles qui vont viser à réduire ce risque et qui vont permettre de finalement sortir un traitement de données à caractère personnel qui soit correct, qui soit en conformité avec la réglementation. Deuxième temps de notre intervention sur le maintien dans le temps, parce qu'effectivement, les analyses d'impact, c'est un processus vivant. Elles ne sont pas faites une bonne fois pour toutes. Alors exactement, ça c'est un point qu'on a tendance à oublier. Tout simplement parce que déjà la réalisation de l'analyse d'impact, on l'a vu, même si en mettant en place un certain nombre de mécanismes, ça reste un processus qui n'est pas évident en soi à réaliser. Et donc quand on l'a faite, on a tendance à la laisser et à se dire ça c'est fait dans le plan d'action. Mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'on a tendance aussi à ne pas lire l'article 35 jusqu'au bout. Et dans son dernier alinéa, l'alinéa 11, on va avoir une petite précision qui dit que le responsable de traitement va réaliser un nouvel examen de son traitement quand une modification du risque va apparaître. Et dans cette même dynamique, finalement, le CEPD rappelle également que l'AIPD, c'est un processus continu. Ce n'est pas une évaluation ponctuelle. Alors comment l'interpréter ? Il va falloir se poser des questions et bien être informé des modifications qui peuvent intervenir sur un traitement de données. Est-ce que finalement les finalités vont évoluer ? Est-ce que les typologies de données collectées vont évoluer également ? Comment se positionnent les mesures techniques organisationnelles ? Parce que là, on le sait, en termes de mesures techniques, on peut avoir des évaluations, des évolutions extrêmement fortes actuellement sur des questions de sécurité notamment. Et donc, finalement, comment est-ce que le DPO est informé ? Comment est-ce qu'il va initialiser cette mise à jour ? Alors déjà, par des mécanismes en interne qu'il va avoir. Je pense notamment au bilan annuel, qui est une bonne pratique, qui peut lui permettre d'aller repointer tous les ans ce qui a été fait, vérifier ce qui a été fait l'année d'avant, est-ce qu'il y a des actions qui vont être menées dans le temps, et bien garder le sujet à l'esprit. Et puis à côté de ça, on en revient encore et toujours à la sensibilisation des équipes. C'est indispensable finalement que les métiers parlent avec le DPO. Encore une fois, le DPO doit être au centre des sujets, mais il ne peut pas être partout. Le DPO, pour que l'information revienne à lui, il faut aussi qu'il y ait quelques bons réflexes qui existent au sein des équipes métiers, que ce soit le RSSI quand il est informé de modifications dans les paramètres de sécurité de l'organisme, qu'il les fasse bien remonter au DPO pour éventuellement effectuer ces modifications, et que les équipes métiers aient certains points d'alerte également. Donc là encore, on en revient au privacy by design et à la nécessité continue de sensibiliser pour actualiser ces AIPD. Sur la fréquence de mise à jour des AIPD, il va être possible de s'appuyer sur des indicateurs au niveau du traitement de risque. Donc ces indicateurs de risque qui vont mettre en avant finalement des évolutions à prendre en compte, ce sont bien évidemment les facteurs de risque du CEPD, mais au-delà, si finalement une nouvelle finalité est mise en évidence au niveau du traitement, des nouveaux destinataires, l'existence de nouveaux transferts de données, peut-être vers des pays n'offrant pas de garanties suffisantes. On va s'appuyer sur cet ensemble d'éléments pour se dire « Ah, attention, il va peut-être falloir revoir ce traitement, on est peut-être dans une zone de risque ». On va s'appuyer également sur des indicateurs de mise à jour. Quel est finalement... est-on dans une situation d'obsolescence du traitement et de l'analyse d'impact en lien ? Le traitement, l'analyse d'impact sont-ils frais ? Quelle est leur fraîcheur ? Et donc, finalement, en combinant ces indicateurs de risque et ces indicateurs de fraîcheur, on va pouvoir développer une approche qui vise à déterminer la priorité de mise à jour de certaines analyses d'impact. En pratique, nous, on observe que chez nos clients qui ont un volume de traitement et d'analyse d'impact peut-être un peu moindre, cette fréquence de revue, alors c'est vraiment en global, distinct de l'analyse traitement et analyse d'impact par analyse d'impact, c'est du 18-24 mois. Et pour des structures qui ont un volume de traitement et d'analyse d'impact plus important,
on observe plus une fréquence de 3 ans. Mais bon, ce ne sont que des durées indicatives, ça ne suffit pas à garantir une conformité. Et alors, c'est vrai que là, c'est avec mon regard d'éditeur de logiciels, vous dire qu'effectivement, être doté d'un outillage spécialisé, ça permet vraiment de faciliter cette étape de mise à jour, en s'appuyant sur une cartographie des mesures, des politiques, des applicatifs. Et finalement, on va aller retoucher spécifiquement aux points qui doivent être remis à jour sans devoir reparcourir l'ensemble du chantier. Avec des fonctionnalités également d'automatisation de l'analyse d'impact à partir des facteurs de risque du CEPD, d'automatisation de la mise à jour quand des informations substantielles ont évolué au niveau de la fiche de traitement. Et puis également, ce sont des fonctions de modélisation des sources de risque et des scénarios de menaces qui permettent de gagner du temps, bien évidemment au stade initial, mais de mise à jour. Et puis enfin, à la phase de réduction du risque, il est possible de mettre en place des mesures complémentaires qui sont directement intégrées dans un plan d'action. Et donc de suivre l'ensemble et de rationaliser les efforts finalement tout au long du processus. On en arrive à la dernière partie de notre intervention sur le thème des analyses d'impact et de risque finalement pour être en conformité au RGPD et au RIA. Alors, effectivement, l'IA Act aujourd'hui est sur toutes les lèvres. Je pense qu'aujourd'hui, très clairement, vous allez avoir beaucoup d'interventions sur le sujet, donc on ne va pas rentrer non plus en détail sur la mise en conformité à l'IA Act. Cependant, il y a quelques points qui nous font réagir par rapport à l'AIPD. Ce qu'on constate, c'est aujourd'hui que l'IA Act, c'est un règlement qui a une approche par le risque. Qui dit approche par le risque, forcément, nous, ça nous éveille un petit quelque chose en termes d'AIPD. Avec des questions de risque, de système d'IA à haut risque, on reviendra dessus juste après. Mais attention, malgré tout, IA, système d'IA, ne veut pas dire nécessairement traitement de données à caractère personnel. Et donc, toute mise en place de systèmes d'IA ne nécessite pas forcément d'AIPD. On le verra après. Il y a des questions d'appréciation et aussi de la CNIL qui est venue préciser certains points parce qu'on pourrait être tenté de partir bille en tête, de réaliser des AIPD dès lors que votre structure lance un projet IA. Attention, n'oublions pas le RGPD, n'oublions pas de rentrer par ce filtre du RGPD. Est-ce que je vais traiter des données à caractère personnel dans le cadre de ce projet ? Oui, non. À partir de là, on va décider si c'est le RGPD qui va s'appliquer, l'IA Act ou les deux. Parce que vous allez avoir toute une déclinaison possible. C'est vrai que par rapport au périmètre actuel de la fonction du DPO, c'est bien la conformité des traitements de données à caractère personnel qui repose sur un système d'intelligence artificielle qui nous intéresse. On est d'abord sur cet axe-là. Alors, dans quel cas réaliser une analyse d'impact en cas de recours à un système d'IA ? C'est pour tout développement ou déploiement d'un système d'intelligence artificielle qui implique des données à caractère personnel. Et dès lors, finalement, que le traitement va être susceptible de présenter des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées. On en revient à l'article 35 du RGPD. On va aussi regarder comment s'appliquent les facteurs de risque qui sont posés par le CEPD. La CNIL, donc en France, a établi cette liste des AIPD obligatoires et fait émerger effectivement la nécessité de faire des AIPD pour des SIA qui peuvent impliquer du profilage ou de la prise de décision automatisée. Quand deux critères ne sont pas qualifiés, on pourra quand même avoir à réaliser une analyse d'impact s'il existe des risques importants du fait d'un mésusage des données, d'une violation de données, d'un risque de discrimination, etc. Mais donc à retenir, c'est dès qu'on est face à un SIA, ça ne veut pas nécessairement dire qu'une analyse d'impact doit être réalisée. On va se focaliser sur deux critères générateurs de l'obligation de réaliser une analyse d'impact posée par le CEPD qui peuvent être questionnés pour vérifier le champ d'application. Il s'agit de l'usage innovant et de l'appréciation de la large échelle. Alors effectivement, quand on pense IA, tout de suite, on va se dire, on rentre dans ce critère de l'usage innovant.
Mais non. Ce que nous rappelle la CNIL, c'est que vous pouvez avoir des systèmes d'IA qui ne présentent pas des cas d'usage particulièrement innovants. En fait, la position de la CNIL sur le sujet, ça va être de dire est-ce que l'usage est innovant dans la structure ou dans l'absolu? Alors bien entendu, on va se positionner sur la vision dans l'absolu finalement. Est-ce que cet usage, il est particulièrement novateur dans le contexte économique actuel? Est-ce qu'on est sur une technologie qui est maîtrisée, dont en fait le fonctionnement est bien connu et qui ne va pas entraîner de biais pour notamment une évaluation des personnes concernées, on pense à tous ces risques qui peuvent être liés. Et donc, usage innovant, en tout cas, IA ne signifie pas systématiquement usage innovant. De même, on ne sera pas forcément sur la large échelle, il ne va pas forcément être qualifié. Le développement d'un système d'IA implique évidemment de s'appuyer sur une grande quantité de données, mais on n'est pas forcément sur un gros volume de données personnelles. Donc vraiment, ce qui va être le critère d'appréciation, c'est une volumétrie importante de personnes concernées. On vient maintenant à la particularité des risques qui vont devoir être pris en compte dans une analyse d'impact et qui sont liés à l'IA. Alors effectivement, il y a des risques un peu particuliers dans le cadre de l'usage de l'IA, surtout dans certains domaines d'activité. Et donc, il va être nécessaire de justement essayer d'anticiper ces risques, de bien les évaluer et de bien anticiper le fait que dès lors qu'on est en présence d'un système d'IA, on a une possibilité de biais dans l'usage de la donnée. Ce qui peut entraîner des mésusages avec des bases d'apprentissage finalement qui seraient fausses. Et à partir de là, en fait, vous allez avoir des résultats qui sont faussés et possiblement des évaluations qui peuvent avoir des conséquences lourdes sur les personnes physiques, ne l'oublions pas, et donc une nécessité de se pencher sur cette gestion du risque. De la même manière, il y a des sujets de discrimination sur la base de décisions automatisées. Imaginons votre base de données comporte des erreurs, on peut avoir des conséquences également très lourdes en la matière. Et face à ça, il y a une nécessité aussi de savoir comment est-ce qu'on va analyser, comment est-ce qu'on va réaliser une analyse d'impact sur ces systèmes. Et là, il va être nécessaire de se positionner toujours encore sur cette question de risque élevé pour les personnes concernées et donc passer dans ce filtre les traitements concernés. Alors, analyse d'impact RGPD versus analyse de risque IA Act. Alors finalement, indépendamment de l'évolution du rôle de DPO, on va largement en parler aujourd'hui avec l'entrée en application de l'IA Act. Finalement, déjà, il est bien important que vous, DPO, vous vous concentriez sur votre rôle actuel, sur la démarche actuelle qui est la vôtre. Et finalement, la nécessité de devoir réaliser des analyses de risque, de produire une documentation technique pour les SIA, donc notamment à haut risque, va vous conduire à décliner une démarche habituelle, celle qui est la vôtre, et à être soit pleinement acteur, soit contributeur de ce qui va être plus spécifique lié à la conformité au RIA. Donc ça signifie que vous allez être forcément associé à l'identification des SIA au sein de votre structure. Donc être partie prenante pour avoir la visibilité sur la cartographie des SIA. Vérifier si ces SIA impliquent des traitements de données à caractère personnel, si les facteurs de risque peuvent être qualifiés ou s'il existe des risques spécifiques. Et ensuite, ça signifiera de vous engager dans la démarche que vous connaissez bien d'évaluation des risques avec l'analyse d'impact du RGPD et également d'être associé à la production de la documentation technique requise par le RIA. Alors c'est là qu'on va voir comment se positionne le DPO en tant que chef de file finalement pour cette mise en conformité ou en collaboration avec d'autres parties prenantes de la structure. Mais en tous les cas, vous DPO,
aller de près ou de loin, devoir toucher à cette documentation technique et voir comment elle s'articule avec l'analyse d'impact du RGPD. Alors exactement, puisque effectivement on a cette thématique qui se retrouve, à la fois documentation, à la fois analyse des risques, et ce qui est quand même souligné par la CNIL sur le sujet, c'est qu'il ne va pas falloir dupliquer les démarches. Il va falloir essayer d'avoir une approche rationnelle qui va permettre à la fois de capitaliser sur les démarches de mise en conformité de l'IA par rapport à la réalisation des AIPD. L'idée, c'est pas de créer une usine à gaz, même si en pratique on est quand même dans le sujet, mais ça va être d'avoir une approche dans laquelle on va essayer d'avoir cette documentation, cette analyse de risque qui corresponde aux deux réglementations. Donc il faut quand même effectivement que le DPO ait cet œil à la fois expert, qui sache éventuellement s'y rester à sa place, parce que le DPO n'est pas le technicien, et donc il se fasse aider, qui travaille avec le RSSI, mais qu'il puisse avoir cette capacité de construire cette documentation en ayant toujours ces deux aspects en ligne de mire. Ce qui est évident, c'est que la conformité au RGPD et au RIA va demander une approche très structurée, très processée finalement, pour s'appuyer sur les processus déjà existants et outillés pour avoir une vision globale, une solution globale clé en main qui intègre la conformité au RGPD et les aspects de conformité au règlement sur l'intelligence artificielle. On en arrive à notre mot de la fin. Alors, pour conclure, l'idée, déjà dans un premier temps, avant de partir sur toutes les autres réglementations et sur l'IA Act, comme on le voit beaucoup aujourd'hui dans certaines très grandes structures, on a des projets qui commencent à se mettre en place sur la mise en conformité, il ne faut pas oublier le RGPD, il faut commencer par là, il faut traiter les sujets RGPD avant d'avancer sur les autres, parce que le sujet RGPD, il va vous structurer. Il va vous structurer par le Privacy by Design, il va vous structurer par cette réalisation, cette formalisation des analyses de risque. Donc ces points-là ne sont à pas négliger, parce qu'on le voit, on a aussi, on évoquait le sujet tout à l'heure, une avancée à deux vitesses en fonction des typologies de structures, et il faut quand même garder à l'esprit, c'est la première obligation sur ces analyses. Et on va voir aussi que cette démarche, cette approche-là, va devenir plus efficace si on repositionne bien l'AIPD dans la perspective du Privacy by Design. Finalement, avec le règlement sur l'intelligence artificielle, on va être amené à construire des SIA qui sont respectueux de principes plus larges que la protection des données, le respect de principes fondamentaux, mais également de santé, de sécurité. Et finalement, le RIA va peut-être conduire à renforcer cet objectif initial de réalisation des analyses d'impact pour construire en amont des traitements de données respectueux des principes fondamentaux de protection des données. Et puis on voit également finalement que c'est un enjeu qui dépasse les frontières européennes, puisque de plus en plus de pays ont adopté des réglementations de protection des données à travers le monde, et un certain nombre d'entre elles prévoient une obligation de réaliser une analyse d'impact. Je pense par exemple à la LGPD au Brésil, ou alors à la PIPL en Chine. Et finalement, l'enjeu, ça va être en conformité avec le RGPD, d'avoir une approche bien structurée pour ensuite être en capacité d'absorber la conformité à d'autres cadres internationaux. Et toute la démarche méthodologique posée pour répondre aux obligations du RGPD va servir de cadre structurant et permettre aussi aux organismes qui ont une implantation plus internationale et des activités qui vont être concernées, d'avoir cette vision globale, centralisée, transversale, qui permet d'accroître en efficacité. Donc vraiment, pour le mot de la fin, c'est en misant sur une approche centralisée, structurée et vraiment proactive pour être aussi en conformité et de façon alignée avec les autres réglementations qui arrivent, notamment l'IA Act, que toutes ces obligations, vues comme des contraintes de conformité, vont pouvoir être de vrais leviers stratégiques, voire d'innovation. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur nos stands respectifs
pour poursuivre sur ces sujets-là.